Pour commencer tout de suite avec les sports de montagne, je vous ai mis ici un petit graphique qui reprend des données de quelques années du réseau nord-alpin des urgences sur les patients traumatisés graves, sur les patients polytraumatisés en fonction des différents sports de montagne. Ce qu'on voit, c'est que le ski, c'est là où il y a le plus de pratiquants et c'est là où aussi on a le plus de patients qui sont polytraumatisés. Ils arrivent largement en tête de nos statistiques, avec le snowboard aussi, et puis le développement des snowparks, mais qu'on appelle plutôt nous les traumaparks, parce que c'est de la neige bien tassée, bien dure, avec des sauts à chaque fois et qui nous ramènent plein de polytraumatisés à coup sûr. Alors l'été, on a tendance un petit peu à s'ennuyer. Alors il y a d'autres activités qui permettent de maintenir notre chiffre d'affaires des différents déchocages. Il y a notamment le parapente, qui est une activité assez intéressante, qui prend beaucoup de sensations, mais aussi pas mal d'accidents graves. Et puis on a inventé d'autres choses aussi. Il fallait un peu rentabiliser les remontées mécaniques, qui fonctionnent que en hiver. Donc on a créé le VTT de descente. On va monter le vélo sur les remontées mécaniques et ensuite vous faire descendre des pentes extrêmement raides à des vitesses assez importantes. C'est quand vous tombez, en général, ça fait mal aussi. Plus différentes autres activités, la randonnée qui est très pratiquée. Alors c'est pas un sport extrême, il y a beaucoup de pratiquants et on arrive de temps en temps à avoir des accidents qui peuvent être graves. Alors on va discuter un petit peu de tout ça. Et puis on va discuter ski, et puis on a des pratiques qui sont un petit peu particulières, des fois si on peut lancer la vidéo, notamment en termes d'analgésie, sédation, qui sont un petit peu difficile. Et je vous laisse ce petit extrait. De manière à détourner son attention de la douleur. Toi ? Oui, vous avez vu ça avec mon infirmière. Il n'y a pas de problème, tu vas gagner. Bon, ça va aller, ça va aller. Voilà, donc le protocole d'analgésie sédation est un peu... T'as compris? Bon, tu regardes. Non, ça va y aller. Bon, tiens-toi prêt. Il y en a pour 2 secondes. 2 secondes. Tu es prêt? Alors attention. Voilà, alors je vous rassure, c'est pas toujours comme ça et on essaie quand même d'avoir des protocoles un peu d'analgésie sédation qui sont un petit peu plus efficaces. Alors au niveau de cette accidentologie du ski, c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis. C'est un peu comme pour les parcs d'attractions tout à l'heure. Les sociétés de remontée mécanique n'aiment pas trop donner leurs statistiques à ce niveau-là, mais on estime que sur la Suisse, c'est environ 75 000 accidents par an, sur la France un petit peu plus. Là, ça reprend aussi les données des cabinets médicaux, mais que en gros sur les différents domaines alpins des pays concernés, on a 400 000 à 500 000 blessés par an. Pour les patients polytraumatisés, c'est plus difficile d'avoir des statistiques assez précis et puis d'avoir un taux j'avais essayé il y a quelques années de déterminer l'incidence des polytraumatisés par rapport au nombre de skieurs. Je m'étais heurté aux sociétés de remontée mécanique qui voulaient absolument pas donner leurs chiffres pour qu'on puisse évaluer ça, mais on avait estimé qu'en gros, on était à 1 polytraumatisé pour 100 000 skieurs, ce qui est quand même assez faible. Par ordre de comparaison, les accidents de la voie publique, c'est environ 20 polytraumatisés pour 100 000 habitants par an. Mais ça représente quand même un volume d'activité au niveau traumatologie assez important.
Pour tout ce qui est des traumatismes légers, on va rencontrer beaucoup d'entorses du genou. C'est un tiers à peu près des accidents en ski. Il y a eu les cabinets de médecine générale dans les Alpes françaises qui s'étaient regroupés, qui avaient fait un registre des entorses du genou afin de pouvoir influer sur les constructeurs de ski qui avaient des fixations qui étaient beaucoup trop rigides, et puis le ski ne déchausse pas, et là quand vous avez le corps qui part d'un côté, le ski qui reste de l'autre, c'est une entorse grave au niveau du genou avec une rupture des croisés antérieurs et puis tous les conséquences qu'il y a en termes de rééducation. Donc ils avaient énormément influé avec ces données-là médicales pour avoir des normes en termes de déchaussage du ski qui soient beaucoup plus importants. Et je vous invite vraiment, si quand vous allez louer du matériel, quand on vous règle vos skis, on dise vous faites 70 kg, on met à 7 kg de pression, mettez toujours un cran en dessous parce qu'il vaut mieux déchausser beaucoup plus vite plutôt que de se faire une entorse grave au niveau du genou. Il y a quelques fractures qu'on va rencontrer, notamment la tête du péroné, puis des fractures de la cheville, des luxations d'épaule, et puis le snowboard, là c'est énormément de fractures du poignet, puisque c'est le premier point d'impact qu'on a. Les traumatisés sévères, les polytraumatisés, c'est exclusivement, la plupart du temps, c'est dû à des collisions directes. C'est assez peu de freeriders qui sautent des barres rocheuses. La plupart du temps, c'est des skieurs qui vont à des vitesses différentes, avec des niveaux différents, et puis il y a une collision, puis c'est là où il y a les traumatismes les plus importants. Les traumas crâniens tendent à baisser avec le port systématique du casque, mais on en a toujours. Le casque ne protège pas à 100%, mais il faut absolument le porter. Et ça, c'est un message de prévention qu'il faut avoir. On va jamais sur des pistes de ski sans avoir un casque. On ne fait pas de moto sans avoir un casque. C'est exactement la même chose. Ce qu'on va rencontrer aussi comme lésion, c'est beaucoup de fractures de rate, fractures du rein, avec les traumatismes dus au bâton de ski. Quand on tombe, le bâton peut heurter au niveau de l'abdomen. On a pas mal de fractures du rein consécutifs à ça. Puis des traumatismes vertébro-médulaires. Ça, c'est pour l'activité hivernale. Ski, il y a d'autres types d'activités beaucoup moins fréquentes dont je ne parlerai pas ici. L'été, ce qu'on va rencontrer, c'est nos amis parapentistes, qui en général, eux, sont victimes d'accidents, souvent au décollage ou à l'atterrissage, quand ils font des manœuvres avec leur voile pour arriver sur le lieu d'atterrissage. La voile, elle peut partir en torche, et puis là, c'est une chute. C'est en général des chutes d'à peu près 30 à 40 mètres. Donc en fonction du sol sur lequel ils atterrissent, il y a plus ou moins de lésions à ce niveau-là. Et là, ce qu'on va rencontrer, c'est essentiellement des lésions des membres inférieurs, des fractures du bassin en vertical shear ou avec des open book, et puis des fractures de la colonne, principalement au niveau lombaire. Le VTT, donc je vous ai dit, c'est descendre des pentes extrêmement raides à des allures extrêmement importantes. Alors ça marche super bien au niveau traumatologique. Vous avez un petit peu de tout, hein. Beaucoup d'épaules. Le trauma crânien, pas trop, parce qu'il y a quand même des casques intégrales comme en moto qui protègent plutôt pas mal. Malgré des protections dorsales, on a quand même beaucoup de traumas vertébro-médulaires, cervicales, lombaires, dorsales, et puis des lésions des membres inférieurs, et puis des lésions abdominales, foie, rate, qui sont assez fréquentes lors de ces accidents. La randonnée, ça peut paraître une activité pas à risque d'accident, mais il y a énormément de pratiquants, et quand vous chutez, si vous êtes sur un terrain plat, vous ne faites pas trop mal. Si vous êtes sur un chemin escarpé et que vous allez débarouler sur 200-300 mètres de pente raide, en règle générale, ça apporte aussi son lot de patients polytraumatisés avec des traumas crâniens, des traumas thoraciques, et puis des lésions des membres. Ça, c'est les activités un petit peu principales qu'on va rencontrer. On a aussi des accidents d'escalade. Alors là, beaucoup de traumatismes des membres inférieurs, avec cette magnifique ici luxation, cette cheville à 90 degrés, assez douloureuse, somme toute. Et puis nos amis base jumper. Hein, le base jump, si vous connaissez, c'est vous vous mettez sur une falaise, et puis il y a 600 ou 800 mètres de vide, et puis vous sautez. Vous avez un parachute quand même, souvent des parachutes de secours. Souvent on met des ailes volantes, et puis ils essayent comme ça un petit peu de voler. Et puis le problème, c'est quand le parachute il s'ouvre pas,
Voilà, c'est l'écrasement au sol. Alors eux, médicalement parlant, on fait assez peu de choses. On est plus en constat, mais on en ramène quelques-uns des fois à l'hôpital. Et ceux qu'on ramène, en règle générale, c'est toujours ceux qui ont l'injury severity score le plus élevé. Ils gagnent à chaque fois, donc ça monte un peu dans nos statistiques. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour à quoi vous allez pouvoir être victime si vous venez en vacances chez nous. Il n'y a pas que donc la traumatologie et les accidents de sport de montagne, il y a aussi le froid. Alors même s'il y a le réchauffement climatique, actuellement on en parle beaucoup, et c'est vrai que c'est pas sans conséquence sur le milieu montagnard, puisque ça va être des instabilités du manteau neigeux, on va avoir un peu plus d'avalanches aussi à cause de ça, mais il reste encore du froid. Et on va être confronté de temps en temps à des patients en hypothermie accidentelle. Alors c'est pas propre à la montagne, vous en avez aussi, je suppose, en Belgique, notamment avec des patients en immersion ou qui ont fait des tentatives de suicide avec des médicaments et qui vont être dans le froid et qui vont très très rapidement se refroidir. Je vous ai mis ici l'échelle suisse de classification des hypothermies. Elle est intéressante parce que pour mesurer l'hypothermie, il faut soit avoir des thermomètres spécifiques, thermomètres auriculaires qui soient validés pour l'hypothermie ou avoir des sondes œsophagiennes. Et souvent, les signes cliniques sont assez bien corrélés avec la température corporelle. Alors, lorsque vous êtes entre 32 et 35, en général, le patient il est conscient, il a des frissons puisqu'il va essayer de réchauffer son noyau interne. En dessous de 32 degrés, il y a toujours un état de conscience, de vigilance qui existe, mais par contre, il n'y a plus de frissons du tout. En dessous de 28 degrés, là, la personne est inconsciente, vous avez encore des signes vitaux, il y a une bradycardie, il y a une bradypnée, mais il y a encore des signes de vie. Puis en dessous de 24, en général, il n'y a plus rien du tout. Et le risque, vraiment la limite sur laquelle on se fixe, c'est à partir de 30 degrés, où là, il y a un risque majeur en termes d'arythmie cardiaque. Et puis moi je m'intéresse beaucoup à la coagulopathie post-traumatique, et là l'hypothermie c'est aussi un très très bon facteur pour observer ces troubles-là. Je vous mets pour mémoire l'ONGI de Osborne qui est présent dans les cas d'hypothermie, qui ne sert pas à faire le diagnostic, mais qui est toujours intéressante à voir. Alors comment on va traiter ces patients hypothermes ? Il y a deux types de réchauffement. Le réchauffement lent avec des mesures non invasives pour les hypothermies légères, où là on va utiliser des solutés réchauffés à 45 degrés ou de l'oxygène chauffé et humidifié. Les couvertures chauffantes à air, il faut quand même se dire qu'il faut faire attention avec ces couvertures chauffantes parce que l'important c'est de réchauffer le noyau et pas de réchauffer l'écorce. Et si on n'utilise que des sources externes de chaleur, notamment des couvertures, on va bien réchauffer l'écorce, mais on va absolument pas avoir d'action sur le noyau, et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que les solutés chauffés sont beaucoup plus intéressants. Et puis pour les hypothermies très profondes, ou les patients qui sont en arrêt cardiaque, il y a les réchauffements rapides, invasifs, c'est notamment le CLS, l'ECMO, qui est le plus utilisé pour des hypothermies un peu plus modérées ou chez les patients qui ont encore un rythme cardiaque. Le CoolGuard peut être utilisé. Vous savez, c'est cette machine où on met un accès au niveau fémoral, et puis c'est un filament qui est à l'intérieur du cathéter et qui on va pouvoir le chauffer ou le refroidir, notamment pour faire de l'hypothermie induite. Pour mémoire, je vous ai mis ici un score qu'on a développé sur Lausanne, qui est un score prédictif afin d'avoir une quantification du risque de survie, enfin de la prédiction de survie des patients en ECMO qui sont en hypothermie. Ça permet de guider un petit peu les décisions. C'est quand même des techniques qui sont lourdes, qui sont invasives et pour lesquelles on ne va pas mettre en œuvre si on pense que la réanimation est complètement futile chez les différents patients. Et donc ce score-là va permettre un petit peu de vous évaluer la probabilité de survie du patient, puis d'avoir une décision clinique simple pour mettre ou pas ces patients sous ECMO. Pour mémoire, en dessous de 30 degrés, tout ce qui est des drogues, amiodarone, adrénaline n'ont pas d'effet, de même que la défibrillation. Il faut déjà réchauffer le patient et puis après le défibriller. Un modèle un petit peu d'hypothermie un peu particulière, c'est les patients qui sont victimes d'une avalanche.
Je vous ai mis ici les statistiques de l'Institut suisse de l'étude de la neige et des avalanches, là, qui a repris les données de tous les pays alpins, Suisse, France, Italie, Slovénie, Allemagne, Autriche. Et alors c'est finalement en termes de nombre de décès par an assez peu, hein, puisque c'est une centaine de victimes par an, mais c'est toujours des événements qui sont extrêmement médiatisés, qui font beaucoup parler d'eux et qui à chaque fois sont des drames humains importants. Alors, ici, c'est déjà une vieille étude dans Resuscitation qui était parue, mais qui montrait que plus, c'est un peu une lapalissade, mais plus vous restez longtemps enseveli, plus vous mourrez, et que les patients qui survivent sont ceux qui sont sortis le plus rapidement possible, ce qui a quand même permis à vraiment insister sur les messages de prévention avec les différents pratiquants de montagne, d'avoir sur eux du matériel de façon importante, et notamment d'avoir ces détecteurs de victimes d'avalanche, d'être toujours équipés d'une sonde, d'une pelle, parce qu'il y a une survie qui est beaucoup plus importante lorsque c'est les témoins de l'avalanche eux-mêmes qui sont là, qui ne sont pas victimes, qui vont aller récupérer les personnes qui sont ensevelies, qui vont les sortir tout de suite. Parce que si on attend les secours, ça va prendre du temps, le temps d'investissement il va être beaucoup plus long, et puis donc là la survie elle va être moins bonne. Ce qui est important, si on peut passer la petite vidéo à gauche, c'est d'avoir des chiens aussi, parce que eux vont localiser très vite les personnes qui sont victimes. Et on a un adage dans le secours en montagne, c'est de dire les personnes les intervenants qui doivent être là les premiers, c'est les dogs and docs. Il faut les chiens le plus rapidement possible et il faut les médecins pour pouvoir évacuer, pouvoir sortir ces patients de façon extrêmement prudente. Il y a différentes techniques pour essayer d'aborder la victime sur le côté et d'essayer de la sortir extrêmement prudemment, parce que c'est là où le risque est majeur de faire un arrêt cardiaque s'ils ne le sont pas déjà, parce que vous allez bouger la victime, il y a les extrémités qui sont extrêmement froides, avec du sang qui est extrêmement froid. Si on fait un peu bouger tout ça, il y a un retour veineux avec du sang froid qui arrive sur le noyau, et c'est là que survient l'arrêt cardiaque. Et donc il faut pouvoir évaluer ça immédiatement, et puis il faut évaluer un peu toute la situation et de prendre les bonnes décisions à ce moment-là, si on va faire une réanimation, si on ne va pas faire de réanimation. Je vous ai mis ici l'algorithme de réanimation des victimes d'avalanche. Alors il n'est pas évident à voir comme ça, j'ai mis plusieurs années avant de le comprendre moi-même. Ceux qui ont pondu ça, ils ont vraiment beaucoup réfléchi. Alors c'est pas totalement simple parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais pour essayer de simplifier un peu les choses, la première chose c'est quand on sort une victime, c'est de voir s'il y a un traumatisme fatal évident. Si on a ces vertèbres qui sont complètement luxées à 90 degrés, il y a un bras arraché, là la personne elle est décédée d'un traumatisme, mais on ne va pas faire de réanimation. Il faut absolument s'arrêter. On est dans un milieu hostile. La suravalanche, elle est toujours possible. Et il ne faut absolument pas mettre en danger la vie des secouristes qui sont là. Donc, on ne fait pas de réanimation compassionnelle. Si on juge que l'affaire est pliée, c'est plié. Et puis, tout le monde s'en va et on arrête là. La deuxième chose à prendre en compte, c'est est-ce qu'on a un rythme ou pas, est-ce que la personne est en arrêt cardiaque. La survie des patients qu'on sort en arrêt cardiaque, elle est au niveau 0. C'est-à-dire que si on les récupère en arrêt cardiaque, en général, on les récupère jamais. Il n'y a que les patients qui ont encore un rythme quand on les sort et puis qui se mettent en arrêt cardiaque devant les secouristes qu'on arrive à sauver. La liberté des voies aériennes, elle est extrêmement importante puisqu'il y a finalement il y a deux types de victimes. Lorsqu'on est pris dans une avalanche, on arrive à avoir une poche d'air autour de soi, et puis là on va survivre. On a suffisamment d'oxygène pour survivre. Et puis vous allez vous mettre en coma, en arrêt cardiaque du fait de l'hypothermie. Là on peut vous sauver. Mais si vos voies aériennes sont obstruées par de la neige, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, vous êtes mort d'asphyxie, et là on ne va pas faire de réanimation, même chose, aucune réanimation compassionnelle. Et après on va prendre en compte la température, et si vous êtes en hypothermie à moins de 30 degrés, c'est là où on va vous emmener sur un centre qui va faire de l'ECMO pour essayer d'avoir un réchauffement invasif et essayer de vous réanimer.
Je vous ai remis un petit peu cette étude qui a été faite avec les différents intervenants européens qui travaillent sur les avalanches, avec Lausanne, Grenoble, Bolzano, des centres à Tromsø en Norvège aussi. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en dessous de 7 de kaliémie à l'admission du patient, il n'y a aucune, il n'y a que des survies en dessous de 7 de kaliémie. Au-dessus de 7 de kaliémie, il n'y a aucune survie. Et donc, c'est des patients qu'il ne faudra pas brancher sur ECMO si on a une kaliémie qui est assez élevé. Je vous ai remis aussi le score HOPE qui va aussi intégrer cette kaliémie à l'admission, qui va vous permettre d'avoir une décision thérapeutique à avoir pour ces patients avalanchés. L'autre élément important au niveau du froid, c'est les gélures qui alors, sont assez rares aussi, qui sont vraiment l'apanage de la très haute montagne ou de la montagne en expédition. Puis avec les progrès du matériel aujourd'hui, du Gore-Tex, des couches de protection, on en a beaucoup moins, mais ça nous arrive encore d'en observer quelques-unes. Vous voyez, le premier stade, là, c'est un cas clinique d'un himalayiste péruvien qui était parti au Népal et puis qui avait des gelures au niveau des mains. À 3 heures, on voit pratiquement rien, il y a juste les doigts qui sont blancs, mais très rapidement, dans les heures qui suivent, va développer un œdème, des flictènes. À ce niveau-là, les doigts vont devenir complètement cyanosés. Et puis, on leur fait une scintigraphie à 7 jours dans une visée pronostique. Et puis, on va voir à quel niveau on va avoir les phalanges qui ne vont plus prendre le contraste. Et là, on sait qu'il va falloir amputer ces patients-là dans les jours qui vont suivre. Là, vous voyez, à 30 jours, on a ces nécroses qui sont complètement installées. Donc, c'est là où on va les opérer. Et puis, avec l'amputation qui correspond exactement à peu près au niveau d'amputation qu'on voyait sur la scintigraphie osseuse. Je vous ai remis ici les différents stades qu'on peut observer, à la fois les grades 1 et 2 qui sont des gélures légères, jusqu'au grade 3 et 4. Alors c'est pas, on le voit un peu plus en montagne parce qu'il y a vraiment des conditions particulières, mais vous pouvez le voir aussi un peu partout, notamment chez les personnes SDF qui sont dans la rue, qui sont soumis au froid aussi, peuvent avoir des lésions de gelures. Je vous ai remis ici les différents traitements qui sont recommandés. Alors, il n'y a pas beaucoup de niveaux de preuves, parce qu'il y a assez peu d'études à ce niveau-là. Mais ça, c'était une conférence de consensus international qu'avait mis en place notre regretté collègue de Chamonix, le docteur Emmanuel Cauchy, qui est décédé dans une avalanche il y a quelques années, et qui était un spécialiste des gelures. Il avait beaucoup travaillé à ce niveau-là. Il avait même monté le seul essai randomisé contrôlé sur le sujet, où il avait mis en évidence le bénéfice de prostacycline et de l'hyloprost dans le traitement de ces gelures initiales. En gros, le traitement, c'est un réchauffement initial avec uniquement des bains chauds, 38 degrés, 37-39 degrés, avec un peu de bétadine dessus en termes antiseptiques, des antiagrégants, anti-inflammatoires, antalgiques à la phase initiale, les vasodilatateurs, donc avec ces prostacyclines. Certains préconisent la thrombolyse avec des doses faibles de RTPA. Il n'y a aucun niveau de preuve à ce niveau-là, en tout cas dans l'essai randomisé contrôlé qui avait été fait par Emmanuel Cauchy. Il n'y avait pas de supériorité de la thrombolyse par rapport à d'autres traitements, donc c'est plutôt quelque chose qui est abandonné. Et puis là, il y a une étude qui est en cours entre Chamonix et Genève sur l'oxygénothérapie hyperbare dans le traitement adjuvant de ces gelures, et là on attend les résultats pour voir si on arrive un petit peu à diminuer ces zones d'ischémie et puis à gagner un peu sur la localisation des amputations. Voilà pour le froid. L'autre facteur d'exposition assez important, c'est l'altitude. Et puis en altitude, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hypoxie d'altitude qui est assez importante. Alors il y a la même quantité d'oxygène dans l'air, quelle que soit l'altitude. Ce qui va changer, c'est la pression atmosphérique. Et comme la pression en oxygène et la pression alvéolaire en oxygène, elle est dépendante de cette pression atmosphérique, vous voyez que le niveau de la pression en oxygène quand vous êtes
sur le sommet du Mont Blanc à 4800 mètres, elle est extrêmement faible. On est à 35-40 mm de mercure, alors qu'au niveau de la mer, on est à 100. Vous voyez un peu ce que ça donne en termes de saturation en oxygène, où on descend extrêmement vite, et tout ça au repos chez des sujets complètement sains. Le mal aigu des montagnes, donc c'est toutes ces conséquences de cette hypoxie d'altitude, il survient à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est extrêmement fréquent. Lorsqu'on est à plus de 2500 mètres d'altitude, c'est une personne sur deux. Alors ça n'arrive pas quand vous faites du ski, que vous montez à 3000 mètres puis que vous redescendez immédiatement. Il faut vraiment rester plus longtemps en altitude, une nuit en refuge au moins, où là vous allez avoir des symptômes qui vont commencer à arriver. Quand on est à 3500 mètres, c'est 75%, et puis quand on est plus haut, c'est quasiment tout le monde qui fait un mal aigu des montagnes, alors avec des intensités qui sont différentes. Au niveau de la physiopathologie, on ne connaît pas grand-chose là-dessus, puisqu'on n'a quand même pas d'études extrêmement précises, mais il y a une chose qui se passe, c'est une augmentation de l'activité sympathique, une augmentation de l'activité adrénergique, qui va avoir comme conséquence une hypertension artérielle pulmonaire, initialement, aussi une diminution de l'excrétion du sodium, avec une inflation du volume extracellulaire, une rétention hydrique assez importante. C'est aussi couplé avec une altération de l'endothélium, et puis une perméabilité plus importante de la membrane malvéolo-capillaire, et puis aussi de la barrière hémato-encéphalique. Et donc vous allez avoir cette rétention hydrique, donc avec une diffusion de liquide au niveau des différents tissus, couplé à cette hypertension artérielle pulmonaire. Vous allez avoir des œdèmes pulmonaires d'altitude, et puis au niveau encéphalique des œdèmes cérébraux. Ça va expliquer un petit peu tous les différents signes qu'on va observer du mal aigu des montagnes, à savoir les céphalées, un état léthargique, des vertiges, des troubles du sommeil, quelqu'un qui est en refuge et puis qui passe toute la nuit debout à déambuler, il ne sait pas vraiment exactement ce qu'il fait, il est en train de faire un mal aigu des montagnes, puis tous les symptômes respiratoires, la dyspnée, d'effort dans un premier temps, de repos ensuite, et puis la diminution du reste qui signe cette inflation du secteur hydrique. Alors, dans les formes compliquées de ce mal aigu des montagnes, on va avoir l'œdème pulmonaire de haute altitude, avec des signes classiques d'œdème pulmonaire, tachypnée, tachycardie, tout sèche, des expectorations roses, mousseuses, saumonées, qui sont assez typiques. Et puis l'œdème cérébral, où là, c'est plutôt des signes d'hypertension intracrânienne, céphalée, vomissement en jet, jusqu'aux convulsions, ataxie et autres. En termes de traitement, on a assez peu de choses à disposition. Sur un mal aigu des montagnes léger à modéré, ça va être les antalgiques simples, le repos. Si c'est un peu plus sévère, on va essayer de limiter la progression en altitude. C'est vraiment le facteur majeur du mal aigu des montagnes, puisque c'est une adaptation de la physiologie à cette hypoxie d'altitude. Si on monte trop vite, l'organisme ne va pas pouvoir compenser rapidement cette hypoxie-là, et donc on va faire un mal aigu des montagnes. Donc il faut diminuer la progression, passer un peu plus de temps à des altitudes plus basses. Et lorsqu'on est sur des mal aigus des montagnes sévères, là on va avoir les antalgiques aussi toujours, l'acétalosalamide, le Diamox, je ne sais pas trop si ça marche, mais en tout cas ça peut être donné aussi en préventif si on est un peu plus sujet au mal aigu des montagnes. Mais sinon, le principal traitement, c'est la descente immédiate. Alors quand on est dans le massif alpin, c'est finalement assez facile. On appelle les secours, un hélicoptère qui vient, on vous redescend immédiatement, vous prenez un télésiège, vous redescendez vite, et puis là les symptômes vont diminuer et vous allez être guéri assez rapidement. Lorsqu'on est en expédition ou coincé dans un refuge avec du mauvais temps, c'est intéressant d'avoir un caisson hyperbare portable. Il n'y en a pas partout, on ne va pas se promener en montagne juste comme ça pour une course avec son caisson hyperbare, mais il peut y en avoir dans certains refuges. En tout cas, quand on part en expédition en très très haute altitude, c'est assez intéressant. C'est assez physique, puisque les personnes qui sont là, il faut pomper quasiment en permanence pour arriver à maintenir cette pression à ce niveau-là, mais c'est extrêmement efficace. Ça permet quand même de descendre l'altitude extrêmement rapidement. Vous voyez, là, si on est à 4000 mètres d'altitude, en gonflant avec une pression de 180 millibars, on va redescendre à 1960 mètres d'altitude. Donc on gagne 2000 mètres, c'est largement suffisant pour traiter les symptômes du mal aigu des montagnes. Voilà pour l'altitude.
Il y a d'autres pathologies, mais je ne vais pas les développer, qui sont un peu sur la même physiologie, avec les troubles de la coagulation aussi qui peuvent arriver, où on a pas mal d'accidents thromboemboliques, et puis les polyglobulies chroniques d'altitude, surtout qu'on a observé chez des mineurs au Pérou, dans les hauts plateaux, qui restaient plusieurs années. Et puis j'ai fini avec un petit mot sur l'alpinisme. Alors l'alpinisme, il n'y a pas énormément de pratiquants, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça reprend tous ces facteurs d'exposition-là. À la fois les sports extrêmes, escalade, les chutes de grande hauteur, les avalanches, les chutes de sérac, ces énormes blocs de glace où on est vite écrasé, puis là on s'en sort pas. Le froid, être coincé au niveau d'une crevasse, l'altitude aussi, et puis tous les autres éléments extérieurs, la foudre. Quand vous êtes à 4000 mètres d'altitude, quand il y a un orage qui arrive, vous n'êtes pas en dessous, vous êtes dedans. Donc là, vous sentez bien l'électricité qui est juste à côté de vous. Les rayonnements solaires avec l'ophtalmie des neiges qui peuvent arriver. Et puis cette situation d'isolement lorsqu'il y a un mauvais temps, qu'on ne peut pas venir vous chercher en hélicoptère. Donc vous allez être soumis à tout ça. Et ça, c'est cause de beaucoup d'accidents et puis de pas mal de décès d'alpinistes. Voilà pour toutes ces parties-là. Je vais juste finir pour vous dire que la montagne, c'est pas que du danger, des accidents, c'est aussi des paysages magnifiques. Vous pouvez simplement profiter de la montagne et du paysage en dégustant une bonne bière sur une de nos terrasses. Merci beaucoup.